Donc voilà, merci à Jérémy aussi de s'être prêté au jeu. Donc on a un peu bouffé les horaires, mais reste que néanmoins, voilà, il y a des questions, des remarques, des ajouts, des questions aux uns ou aux autres, ou de façon plus générale des remarques. Claire. C'était à propos de l'exposé de Monsieur Joly. Quand était évoqué la, la- la volonté, enfin, ou même la recherche d'approvisionnement de l'Algérie par rapport à l'Argentine ou à des zones qui étaient lointaines. Je me demandais quel impact aurait sur ce type de marché les coûts croissants de la dépense énergétique. Parce que le coût du transport n'a pas, a priori, vocation à diminuer. Donc, est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose, pour le coup, qui serait un peu conjoncturel et pas trop structurel, ce qui permettrait de donner un peu d'espoir? Laisse la parole à Yann. Et puis il y a à rajouter dans tout ça, dont on nous parle en permanence de bilan carbone, où est l'équilibre dans tout ça? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous parce que il y a quelques semaines, quand on faisait des exposés à nos adhérents, on leur disait que la France était très compétitive par rapport à ses concurrents. En fait, le fait que tout à l'heure, M. Pouche en a parlé, mais la Russie a fait une production extraordinaire cette année de blé notamment. Et ça a rebattu en fait les cartes. Et le fait que ces pays-là notamment fassent beaucoup de production, ils ont besoin de sortir de la marchandise, besoin d'avoir des devises. Et donc en fait ils cassent les prix et ils passent beaucoup plus facilement que nous sur ce genre de choses. Et c'est un peu pareil pour l'Argentine, qui a également besoin de sortir de la marchandise à certains moments de l'année. Et donc, ils ont des politiques très agressives qui fait que en fait, le coût du transport sur des bateaux qui sont extrêmement importants est beaucoup moins élevé en termes sur la tonne en fait voilà. Mais par contre, c'est très conjoncturel. Je suis d'accord avec vous. Et alors le fait sur le bilan énergétique, on est d'accord, faire venir du blé d'Argentine alors qu'on est en face à quelques milliers, même pas centaines de kilomètres entre le port de Fos-sur-Mer et l'Algérie, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est largement vainqueur. Mais bon, il n'y a pas que ça qui compte malheureusement dans le commerce actuel. Même si on nous en dit beaucoup là-dessus, c'est pas forcément l'élément majeur. Voilà. Pas toujours l'élément. D'autres remarques, Christian? Oui, bonjour à tous, Christian Bajard, président de la FDSE. Deux remarques, une qui n'a pas à voir avec la conjoncture, mais un petit peu quand même, c'est la sécheresse. On n'en a peut-être pas trop parlé, mais c'est revenu quand même sur plusieurs interventions. Le département a une situation un peu hétérogène, mais néanmoins, il y a encore des zones qui sont très sèches, qui n'ont pas eu d'orage du tout, même s'il y a eu des orages qui sont passés hier, avant-hier, il y a encore des zones qui n'ont pas eu d'eau. Et je me dis quand même qu'il faut qu'on pousse un petit peu plus loin le dossier sécheresse pour l'accompagnement des agriculteurs, pour voir quels sont les leviers. Donc peut-être faudra qu'on passe par quelques enquêtes malgré tout d'exploitation pour voir un petit peu quelles sont les conséquences. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc il faut qu'on aille, je pense que d'ici la fin septembre, on avait dit avec l'administration, avec la DDT, qu'on ferait un point fin septembre, parce qu'effectivement on ne savait pas trop quelle serait la situation. Bon, je pense que ça sera intéressant de le faire effectivement. Deuxième point concernant la conjoncture, moi je voudrais revenir sur l'aspect élevage et notamment l'élevage bovin. On constate une décapitalisation, mais pas que de l'élevage allaitant. L'élevage laitier est un peu dans la même situation. Et hier, on était à Paris à la FNB où on nous disait, où l'Institut de l'élevage avait fait une prospection à 2030 en disant on va perdre 1 million de vaches en France. Le gros problème, c'est qu'on va les perdre avant 2030. C'était qu'en 2025, on aura sans doute déjà perdu 1 million de vaches, quoi. Donc moi, je me dis qu'il faut qu'urgemment, on se penche sur la question de l'élevage en France et dans notre département, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en dépendent. Bon, il y a une réflexion qui se lance au niveau régional, mais pour voir comment on peut redonner envie déjà donner envie à ceux qui sont déjà en place de continuer, parce qu'il y a aussi des gens qui arrêtent. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, hein, et je pense que si on a du revenu, déjà on donnera envie aux agriculteurs de continuer. Et c'est vrai que les à-coups sécheresse, ce qu'on vit en ce moment, qui concerne toutes les filières, qui remet en cause et qui ne donne pas beaucoup de lisibilité sur les perspectives,
ça peut entraîner ou accélérer encore la décapitalisation. C'est quand même une perte de richesse très forte pour notre département. Et la troisième chose, je terminerai, c'est plutôt sur une question à M. Pouche, c'est est-ce qu'il croit qu'après 20 ans où on a complètement détruit les outils de régulation, est-ce qu'on peut les remettre en place aujourd'hui au niveau mondial? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Parce qu'on a des outils beaucoup plus performants de pilotage. Les Égyptiens, déjà, autrefois, il y a très très longtemps, faisaient des réserves pour essayer de nourrir et qu'il n'y ait pas trop de manque de céréales. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les bons outils qu'on a de pilotage, on pourrait espérer qu'il y ait une politique mondiale qui remette ça en place? Merci. Sur les éleveurs, je voulais juste réagir en disant que à la PCA, enfin Chambre d'agriculture France, il est prévu d'engager une étude sur l'avenir des systèmes d'élevage en France, justement, et en particulier viande bovine et bovins laitiers. Mais pour répondre à votre question sur les mécanismes de régulation à l'échelle mondiale, je ne suis pas sûr qu'il en ait existé, en tout cas depuis la période récente, après la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il a existé plusieurs pays ou groupes de pays qui ont adopté. Donc il y avait une juxtaposition de régulation des marchés agricoles et d'accompagnement des agriculteurs. Et la question que vous posez est une question, alors là, fondamentale. Est-ce qu'on doit s'acheminer sur les marchés internationaux à la création d'un organisme mondial qui régulerait les questions agricoles et les questions alimentaires? Il y avait déjà eu une amorce de propositions au moment de la crise économique et financière, puisque au moment du G20 de 2011, sous présidence française justement, il y avait un certain nombre de leviers qui avaient été faits sur l'état des marchés, la transparence des stocks, etc. Bon, le bilan est relativement mitigé. Le projet Farm du président de la République qu'a évoqué Jérémy de Serve essaye de réactiver ces leviers, mais je crois que là, il y a toute une dimension mondiale, c'est-à-dire créer un mode de gouvernance mondiale autour des marchés agricoles. Mais on peut réactiver un certain nombre d'outils, ne serait-ce que à l'échelle d'un pays ou d'un groupe de pays. Je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé aux États-Unis, qui ont conservé leur politique agricole, hein, mais qui, depuis la pandémie, ont quand même innové en matière d'aide exceptionnelle versée à leurs agriculteurs. Ça a été par plusieurs dizaines de milliards de dollars que les aides ont été activées pour des raisons de pandémie, pour des soutiens exceptionnels, et que 90% de ces aides ont été des aides couplées et non pas découplées. Donc ils ont complètement dérogé aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc je pense qu'il y a aussi là peut-être une petite source d'inspiration. On peut réactiver des outils, mais on peut aussi innover en instaurant d'autres qui soient adaptés à des circonstances plus particulières. Merci. Il y a d'autres remarques, d'autres questions, Céline? Je voulais juste finir par une petite note émotionnelle parce que j'ai rencontré un agriculteur de la région d'Igouin, M. Alves, qui me demande de transmettre le message qui est le suivant, de vous remercier vraiment les collaborateurs de la Chambre d'agriculture pour le soutien, leur présence lors des sinistres, des épisodes de grêle qui se sont passés sur la région. Donc voilà, il m'a vraiment demandé de faire passer ce message comme quoi ça a été très important pour lui d'avoir ce soutien et je pense que les soutiens sont toujours là, mais voilà, il fallait que je le fasse en son nom. Voilà, merci. Merci. Si tu as contacté avec lui, tu le remercieras aussi pour nous parce qu'on en a pris une, moi le premier d'ailleurs, pour commencer et qu'après il y a eu un travail effectivement qui a été fait. Donc ça montre qu'on peut se faire engueuler au début, puis qu'après il puisse se faire du boulot, comme quoi rien n'est réversible. Il y a d'autres remarques? Pierre, puis après on arrête ça.
Oui, merci Bernard de donner la parole au nom d'un secteur qui aujourd'hui est en grands travaux le long de la RCEA. Donc en 2018, j'avais eu pour mission le suivi du dossier RCEA depuis le col des Vaux jusqu'à Sainte-Cécile, au titre de la Chambre. Alors particulièrement impacté parce que clairement mon village d'origine est traversé de part en part par la RCEA et c'est le seul village qui est coupé en deux sur tout le tronçon. Et puis pour complexifier un petit peu, on a de temps en temps les caprices de la Garonne. Hier soir, on a pu voir l'orage, 18 mm en 8 minutes. Fallait voir le débit, si ça avait duré 1h30. Le chantier de la RCEA aujourd'hui, ça serait une jolie pataugeoire et de la boue, il y en aurait pour faire dans la vallée, là à côté de la ferme. Donc pour remonter un petit peu, 2019, il y a eu un changement d'interlocuteur à l'Adréal et nous sommes arrivés sur des relations chaotiques avec l'Adréal. Le préfet Guton, à l'époque, le 25 octobre 2019, nous a réunis, à ta demande Bernard, parce qu'il y avait une impossibilité de travailler. Et le préfet nous avait demandé de co-construire un projet acceptable pour les deux parties, Adréal, Chambre, et puis tous les autres partenaires, mairie comprise. Puis comme la réunion se terminait par une réflexion de l'Adréal que c'était peut-être un peu plus compliqué qu'il ne le semblait, le préfet avait fini par trancher sur ces mots très durs que notre mairesse se rappelle toujours, que les états d'âme de l'Adréal, il fallait les mettre de côté et travailler ensemble. C'était dur, effectivement. Si on remonte un petit peu, Clermain a toujours fait l'objet, depuis longtemps, de grands travaux. Si on remonte un peu loin, c'est les moines qui sont venus les premiers, parce qu'ils avaient muré la Garonne jusqu'à Clermain, ce qui a permis de faire un pont qui est sur pieux en bois, et qui est avec un barrage en aval pour protéger ce pont. Puis après, il y a eu le TACO. Alors le TACO, ça fait sourire, mais c'était la jonction, Clermain, de la ligne qui venait de Charolles-Véro, avec celle Montmelard-Laclette. Mais là, on pouvait toujours traverser la route. Enfin, la communication se faisait entre le bourg et le hameau Lagarde sans problème. Puis est arrivé, 1970, la création de la route express, comme on l'appelait à l'époque. C'était pas la RCEA, c'était la route express. Où il a fallu que les maires, et en particulier notre maire, se battent beaucoup pour obtenir un pont inférieur et un pont supérieur. Parce que le pont inférieur, il fait 1,90 m de haut. Donc, je ne vous parle pas les vélos qui ont été déchargés des galeries, parce qu'il y en a qui avaient oublié que le vélo, il dépassait. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Et puis, il y avait un pont supérieur pour tous les autres convois, dont l'agriculture. Parce que nous, nos tracteurs, 1,90 m, même s'il n'y a pas de cabine, il faut baisser les oreilles. Et puis à l'époque, je crois que les maires avaient eu beaucoup de... Et si on remonte un petit peu, monsieur le secrétaire général, vous avez dû avoir entendu parler du maire de La Chapelle qui se bat pour avoir une inspection visuelle de sa conduite d'eau qui traverse et pour lequel, à ce jour, je pense qu'il attend toujours l'autorisation de l'Adréal. Le pont qui est à côté... cette conduite d'eau est juste à côté du pont des Races. Si ça vous cause un petit peu, mais La Chapelle a un réseau d'eau potable communal, comme on peut dire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc après cette première réunion 25 octobre 2019, un mois plus tard, il y a eu une première réunion. Alors, on a repris espoir. On s'est dit, tiens, la réunion à la préfecture a porté ses fruits. Et la Chambre, on a fait des propositions à ce moment-là. Comme chaque fois qu'il y a eu des grands projets d'infrastructure, nous avons les compétences pour accompagner. Alors, on a fait, par rapport à tout ce qui est... On avait beaucoup aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le cadre du projet Natura 2000, la Chambre s'était beaucoup investie. On a participé à l'écriture du DOCOB. On a fait des réunions locales pour faire accepter déjà le fait que ça passe en Natura 2000, mais aussi de faire comprendre aux exploitants qu'il y avait peut-être des intérêts et qu'il y avait peut-être des contractualisations à avoir. Tout le monde devait sortir par le haut. Donc là, on a fait des propositions par rapport aux mesures de compensation, par rapport au MAE,
par rapport éventuellement à la gestion financière des MAE, comme ça a pu se faire dans le cadre de la 406, où c'est la Chambre qui, pendant 20 ans, assure l'effectivité des MAE, le contrôle et le paiement. Puis aussi, comme on avait commencé d'entendre parler d'une éventuelle suppression du pont supérieur, la Chambre a conduit une étude sur le rallongement de parcours qui pouvait en découler. Simplement, pour l'anecdote, pour les exploitants de Clermain, c'est 5000 km de tracteurs annuels supplémentaires. 5000 km de tracteurs. Parce qu'il faudra les passer sur l'échangeur, avec des convois agricoles, à la sortie de la RCEA, dans des giratoires. Voilà. Alors, le pont inférieur a été maintenu parce que la commune a quand même réussi à faire valoir que des giratoires avec des gamins en vélo, il y avait peut-être autre chose à faire. Donc le pont inférieur est resté. Alors il va passer à 2,50 m de haut, hein, avec un trottoir pour protéger les gamins. C'est bien. Là, de ce côté, les enfants, on les a protégés. Mais les paysans, il faut qu'ils fassent le tour. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, il devait y avoir un appel à projet pour retenir la structure qui ferait les mesures d'accompagnement et tout. Entre-temps, j'avais sollicité l'Adréal pour savoir si nous pouvions, en tant que Chambre, participer à l'enquête publique loi sur l'eau. Je pense que c'est ce qui a fait déborder le vase, puisque nos ingénieurs à la Chambre ont remarqué que l'étude sur laquelle s'appuyait cette enquête publique, il y avait des tests qui étaient erronés, qui n'existaient plus. Donc on allait tout droit vers un recours au tribunal administratif. C'est peut-être le crime de lèse-majesté, comme on dit. Mais enfin, depuis ce jour-là, je ne sais pas si on a été marabouté, si on a été blacklisté, mais c'est sûr, c'est que l'Adréal, je ne les ai jamais rencontrés au titre d'élu de la Chambre, sauf le 4 juillet dernier, où il y a eu la réunion publique, où je me suis invité, puisqu'elle était publique. Hein. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc, par rapport à ce projet, on a eu le soutien du conseil départemental. Le président du conseil départemental est venu nous expliquer qu'il mettait la main à la poche et que ce pont supérieur était nécessaire. Je crois que, Fred, tu peux en être témoin, il y a eu du travail de fait de ce côté-là. La présidente de région nous a soutenus aussi dans notre demande et dit qu'elle était tout à fait justifiée. Dernièrement, le préfet de région a échangé avec Christian de Serles, et qui avait soutenu, le préfet de région avait soutenu aussi notre demande, et on a conclu que, bah oui, comment avons-nous pu arriver à une telle situation ? Voilà, alors après, on peut justifier des investissements ou pas, tels qu'ils ont été faits. Vu qu'on n'a pas participé, on a le droit de critiquer. Le pont à côté duquel vous avez accueilli le Premier ministre, on avait suggéré que peut-être il pouvait être supprimé, celui-là. Parce qu'en effet, il desservait qu'une parcelle de 3 hectares. Aujourd'hui, on en a fait un pont. C'est un blocos, 10 mètres de large, 5 mètres de haut, pour faire passer les crapauds et les sangliers. Puisqu'il n'y a qu'un exploitant avec 3 hectares. Alors qu'on avait une solution de le faire passer par le pont des Races, avec un chemin d'accès au fond de l'aire de repos. À ce moment-là, le pont, c'était l'époque Cigale. Hein, on a fait un pont surélevé par rapport à la surface, enfin au niveau de la route tel qu'il était, et on a mis des dizaines de milliers de tonnes de cailloux de part et d'autre pour faire la rampe pour passer par-dessus. Et aujourd'hui, à la réunion du 4 juillet, on nous a expliqué que pour raison budgétaire, le pont supérieur à Clermain ne serait pas fait. Là, c'est l'époque fourmi. Voilà un petit peu la grogne que l'on a au niveau local et que jusqu'à présent, on n'avait pas trop bougé, hein, puisqu'on attendait quand même une réponse officielle. Mais il se trouve qu'on a quelques caméras de télévision qui voudraient bien venir nous voir. J'ai toujours décliné. Je pense qu'on est assez grand pour résoudre nos problèmes. Hein. Monsieur le secrétaire général, vous avez servi d'arbitre au cours de l'année 2022 entre le maire délégué et un représentant de l'Adréal. Je crois que vous avez obtenu ce qui était souhaité de part et d'autre. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue à s'investir tous ensemble. Merci de votre écoute.